This is Hannah Berner from Giggly Squad. O-Pill is the first over-the-counter daily birth control pill available in the U.S. Let's be real, getting a birth control prescription is not always easy, and it's so much admin. In fact, about a third of women face barriers to access prescription birth control. Between scheduling appointments, missing work, class, or just trying to exist, it's a lot. But now O-Pill is putting birth control in our control. O-Pill is a daily birth control that's FDA approved, full prescription strength, and estrogen free, and 98% effective when used as directed. Grab it online or at most major retailers, no prescription or doctor's appointment needed. So if you're thinking about birth control, check out O-Pill to see if it's right for you. Use code GIGGLY for 25% off your first month of O-Pill at OPILL.com. That's code GIGGLY at OPILL.com. Birth control in your control. We love to see it. Salut crusheuses et crusheurs de mon cœur, quel bonheur de vous retrouver pour cette rentrée. Alors je suis à peine de retour de voyage tourné et j'ai déjà une surprise pour vous, et cette surprise, je dois vous dire qu'elle me tient vraiment à cœur. Si vous écoutez Crush depuis un moment, vous savez que j'ai un partenaire que j'aime tout particulièrement, c'est Mythique. Alors Mythique, vous connaissez tous, c'est l'app qui accompagne depuis plus de 20 ans les célibataires dans leur quête d'amour. Ils ont formé déjà des millions de couples, et ça, ils y arrivent notamment parce qu'ils innovent en permanence pour mieux comprendre ce qu'on vit quand on est célibataire. Et il y a un an, ils ont lancé un projet qui a littéralement, mais quand je vous dis littéralement, j'avais le cerveau en ébullition, mais plus. J'étais comme une dingue. Ce projet, il a fait bondir mon cœur de créatrice de Crush tellement je le trouvais intéressant et passionnant. Ils ont créé le Dating Lab, le tout premier observatoire de la rencontre amoureuse. Un vrai laboratoire où ils analysent les tendances, où ils captent les signaux faibles, où ils explorent ce qui change dans nos façons d'aimer, de nous rencontrer et de nous choisir. Ouais, tu vois pourquoi j'étais vraiment en ébullition. Alors forcément, vous me connaissez, moi, quand je kiffe un truc, j'y vais à fond et j'ai tout fait pour interviewer Clarisse Blanc, la directrice de la communication de Match Group Europe qui pilote le projet. Tout simplement parce que j'avais envie de tout savoir sur ce Dating Lab. Avec Clarisse, on s'est retrouvés en studio et on a parlé de tout ce qui rend les relations vraiment belles aujourd'hui, le self-care amoureux, l'inclusivité, l'écoute, l'importance des vraies conversations quand on date, bref, tous ces petits détails qui font qu'une rencontre devient une histoire. Cet épisode exceptionnel, il sort le mardi 16 septembre et je vous promets qu'il va vous remettre une dose d'espoir, de sens et de kiff pile au bon moment, parce que le mois de septembre, il est sympa, mais bon, moi perso, je le kiffe pas trop. Franchement, je suis sûre que vous allez adorer cet épisode. Moi, je tiens à dire un immense merci à Mythique pour ce partenariat de cœur qui a commencé, comme toutes les belles histoires que je raconte sur le podcast, par une vraie connexion humaine avec Clarisse Blanc. Je vous donne rendez-vous le 16 septembre et maintenant, place à l'épisode du jour. Et en fait, à un moment, tout se chamboule dans ma tête et je me dis, enfin, il s'en va. Et là, je me dis, ok, tous les signes, tout me renvoie vers lui. Reste avec lui, reste dans le chemin. Tout serait 1 milliard de fois plus facile si je reste avec lui. Mais en fait, ma vie, là, elle peut s'arrêter là, dans 5 minutes, si ça se trouve. Est-ce que la vie, c'est pas aussi faire des choix ? Et là, d'un coup, je me rends compte qu'en fait, la vie, ce n'est pas juste se laisser porter par un petit chemin tout tracé, par le bon Dieu, et puis tout est fluide, etc. Qu'en fait, à des moments, il faut prendre des décisions pour soi, avec son cerveau, avec ses tripes aussi. Il faut être dans l'action, en fait. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Marie-Clémence, tu as grandi dans une famille catholique où l'amour avait ses règles, ses rôles et ses codes bien établis. En 2008, tu fais une rencontre qui vient tout bousculer.
ton rapport à ta famille, à ton milieu social, à tes représentations, à la société au sens large, à la religion, même à tes rêves de petite fille et à tes missions de vie. On ne choisit pas qui on aime, c'est le titre de ton livre. Et cette phrase prend tout son sens quand on découvre ton histoire. Salut Marie-Clémence, comment vas-tu ? Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Moi aussi, je suis très heureuse de t'avoir à mon micro. Marie-Clémence, il y a un petit rituel avant que tu nous racontes l'histoire de cette rencontre qui a, on peut le dire cette fois-ci, sans aucun souci, littéralement bouleversé ta vie. Ce rituel, c'est celui de te présenter, s'il te plaît, en 5 hashtags. Ouais, alors je dirais hashtag libre. J'ai beaucoup de chance. Hashtag amoureuse. Hashtag je ne l'avais pas vu venir. Et hashtag ma voix. Super, génial. Est-ce que tu peux me dire, Marie-Clémence, justement, dans quel environnement familial tu as grandi, dans quelle partie de la France, si c'était en ville, si c'était à la campagne, et dans quel environnement familial, s'il te plaît? Alors, j'ai eu la chance d'avoir une enfance très heureuse et privilégiée. Parce que je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc j'aime bien redire que j'ai eu cette chance-là de bénéficier d'amour, de sécurité, de soins. J'ai grandi en partie, alors je suis de Bourgogne, mais j'ai grandi en partie à Avignon, donc dans le sud-est de la France. J'ai un papa, une maman, un frère et 2 sœurs, et je viens d'une famille très catholique, traditionnelle, ce qu'on appelle chez nous une bonne famille, avec des gros guillemets, parce que ça sous-entendrait qu'il y a des mauvaises familles. Enfin, voilà, mais c'est comme ça qu'on appelait ça chez moi. Donc, une famille en fait qui reproduit ce qu'on attend de la sainte famille chez les catholiques, c'est-à-dire vraiment une famille très soudée, les membres de la famille passent avant tout et toujours avec beaucoup de douceur. Il y a jamais eu de cris à la maison, de disputes, etc. Donc j'ai eu à la fois cette chance et à la fois, je pense qu'il y avait quelque chose j'étais beaucoup dans un entre-soi. J'étais vraiment dans un univers très très chargé avec la religion catholique. Donc au primaire, une école privée avec des religieuses, un uniforme, une blouse, le scoutisme, le catéchisme, enfin voilà, c'était toute ma vie et j'étais persuadée que le monde entier était comme ça jusqu'à ce que je découvre que non. Quelle vision tu as de l'amour en grandissant dans cet environnement? L'amour au sens large et l'amour romantique. L'amour au sens large, c'est quelque chose qui est primordial normalement dans la religion catholique, en tout cas dans les fondements. Après, il y a ce que les hommes en font. Mais ça a toujours été une valeur extrêmement importante que mes parents m'ont transmise, de dire, voilà, aime ton prochain. Il fallait tous les jours faire des bonnes actions, il fallait toujours aller vers l'autre, etc. et être dans une démarche d'amour. Donc pour moi, c'était quelque chose de très important qui, je le savais, devait dicter toute ma vie. Et j'accordais beaucoup d'importance à ça. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai gardé aujourd'hui. Et l'amour du couple. En fait, je voyais mes parents. J'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui sont encore ensemble, qui étaient ensemble dans mon enfance et qui étaient très amoureux l'un de l'autre. Donc j'avais une vision presque un peu fantasmée de me dire, voilà, je vais rencontrer un prince charmant. Ce sera tout de suite le bon, puisque mes parents se sont rencontrés, c'était tout de suite les bons. Donc il y aura pas il y aura pas différents essais. Je vais rencontrer quelqu'un tout de suite. On va se marier et on va vivre amoureux jusqu'à la fin de nos jours. Donc vraiment, je voyais ça comme quelque chose de très puissant, censé ensuite découler sur sur le fait de fonder une famille. Est-ce que tu fantasmais aussi un peu tous les événements, on va dire, fondateurs d'un couple avec une rencontre magique, une évidence, un mariage, une famille, des enfants? J'ai fantasmé chaque étape, même de la rencontre. Et c'est drôle parce que quand on est plus petit, on développe beaucoup d'imaginaire et on fait des rêves où on joue même avec ses poupées, ses jouets, en faisant voler ses Barbies, etc. Moi, je faisais pas voler mes Barbies. Je voulais que mes Barbies, elles marchent au sol. Je voulais que je rêvais pas de lutins, de fées, etc. Mes rêves la nuit, c'était des rêves où je me projetais dans une vie d'adulte et où j'étais cette mère au foyer qui pétrit son pain avec son mari et ses 4 enfants, quoi. Donc vraiment, il y avait je visualisais très, très bien, mais vraiment depuis toute petite. J'ai aucun souvenir d'avoir rêvé d'une fée ou de quelque chose d'un peu, de l'ordre de la fiction, quoi. Et du coup, je m'imaginais, rencontrer un homme comme ça, au coin d'une rue et puis, coup de foudre immédiat et puis, on va se marier tout de suite, hein, puisqu'évidemment, rester vierge jusqu'au mariage et cetera. Mes parents sont heureux et puis hop, on a des enfants et puis tout est fluide. Tu voyais aucun obstacle dans tout ce chemin? Aucun. Voilà. On va dire que c'était la seule chose qui me restait de l'innocence de l'enfance, parce que déjà que c'était très terre à terre, tous ces rêves de petite fille.
Au moins, j'avais l'innocence de penser que la vie était un long fleuve tranquille. Alors, si on prend la machine à remonter le temps, Marie-Clémence, et qu'on revient à l'année 2008, est-ce que tu peux me dire quel âge tu as à ce moment-là? Quelle est ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? À quoi ressemble-t-elle? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as une vie sentimentale à ce moment-là et quelle est-elle? En 2008, j'ai 20 ans. Je viens de m'installer à Paris depuis plus d'un an, après avoir vécu à Grenoble avec mes parents. J'ai un petit ami depuis 5 ans, dont je suis très amoureuse, qui est vraiment mon premier amour. Alors j'avais fait un bisou à un garçon avant, mais c'est tout. C'est un peu le coup de foudre que j'attendais. Tout est raccord avec mes rêves. Donc c'est un garçon que j'ai rencontré au lycée. On est ensemble depuis 5 ans. On est heureux, fous amoureux l'un de l'autre. C'est le gendre idéal. Clairement, mes parents l'adorent, ma famille, toute ma famille l'adore. Nos parents se connaissent très bien et sont amis. Tout est parfaitement fluide et puis on a pour projet de se marier et d'avoir des enfants, et cetera. Donc j'ai une vie installée, stable et heureuse et je suis à Paris et je dois, faire un stage. À ce moment-là, je suis étudiante en métier des arts et de la culture à la Sorbonne et voilà, on me dit: «Bah, voilà, il faut faire un stage». Sauf que moi, je suis complètement perdue. Je sais que je veux travailler dans le monde du spectacle, dans le monde culturel, mais je ne sais pas quoi faire. On me dit: «Ben, il faut faire un stage de 6 mois» et je trouve un stage dans une société qui s'occupe du public sur les plateaux des émissions de télévision. J'ai jamais mis un pied à la télé à l'époque. J'ignore même qu'il y a des agences qui sont en charge de trouver le public qui va venir applaudir sur les plateaux. Enfin, vraiment, c'est vraiment, je postule à tout ce que je trouve sur Internet. Je postule à cette annonce et quand on m'appelle, je me dis: «Oh là là, attends, c'est quoi ça?» Je me retrouve à faire ce travail-là. Enfin, d'abord en stage, puis après j'ai signé un CDI chez eux. Je suis restée quelques années. Mais vraiment, j'arrive et je suis d'une personnalité hyper sage, en fait. Enfin, assez raccord avec ce que je suis depuis l'enfance. C'est-à-dire qu'à la fois, j'aime le spectacle, en fait, je me sens depuis toujours attirée, je pense, un peu par ce qui est transgressif dans le monde du spectacle. Il y a quelque chose qui m'attire énormément. Mais je suis incapable de mettre des mots là-dessus. Et mes parents me disent toujours: «Mais non, va pas devenir comédienne, va pas faire de la scène. Si ce monde t'intéresse, va travailler dans les coulisses et va signer un CDI quelque part, quoi». Bon, voilà, des parents inquiets. Mais je sens que quelque chose m'attire chez les comédiens, chez les artistes que je peux voir en spectacle, et cetera. Et aujourd'hui, je comprends ce qui a pu m'attirer, mais à l'époque, je me dis: «Bon, juste, bon, bah, tu peux pas tes parents veulent pas que tu sois comédienne, ben, écoutez, je vais travailler dans les coulisses». Et donc je me retrouve dans cette boîte et là, je mets un pied dans un monde un peu inconnu, pour moi, avec, énormément de diversité. Parce qu'on est à Paris et aussi tout simplement parce qu'en fait, je me connecte à des gens de mon âge. C'est-à-dire que j'ai plein de copains, j'ai des copains étudiants, et cetera, mais moi, je suis du genre à 22 heures, je suis au lit. Parce que mon père, je l'ai toujours vu à 22 heures se coucher et le lendemain aller très tôt travailler. Donc j'ai beau avoir 20 ans, être à Paris, avoir mon studio et être indépendante, bah, en fait, je me couche pas tard. Je me couche tôt, j'ai une vie parfaitement saine, enfin, je fais attention à tout. En fait, je me comporte, presque un peu déjà comme une vieille personne et sans me dire: «Bah, tiens, si je m'éclatais un peu». C'est vraiment des choses que je m'interdis totalement parce que c'est pas, je me dis: «C'est pas ma personnalité, ce n'est pas fait pour moi». Moi, je suis dans le contrôle en permanence. Mes parents m'ont toujours dit que depuis petite, je faisais beaucoup de spectacles, j'aimais chanter, faire des shows à la maison, et cetera. Mais je pense qu'ils m'ont beaucoup, empêchée de faire plus parce qu'il y a quelque chose, quasiment vulgaire à faire ça, enfin, en tout cas dans nos familles, quoi. C'était pas ce qu'ils connaissaient. Eux, ils sont très introvertis, mes parents, très timides, et cetera. Donc alors quelqu'un qui fait le show, qui se met à chanter, danser au milieu du salon, je pense que ça les amusait 2 secondes et après ça les mettait mal à l'aise. Et je pense qu'en grandissant, vraiment, je sentais cette attirance et quand j'arrive dans le monde de la télé, d'un côté, je suis assez vite fascinée effectivement parce que je vois des stars de la télé, du cinéma, tous les jours, et cetera. Très vite, ça me passe et je suis plus du tout, impressionnée. Mais j'aime les gens qui travaillent dans ce monde-là. J'aime parce qu'en fait, j'arrive dans une boîte où il y a des jeunes qui ont entre 20 et 30 ans, enfin, c'est des boîtes très jeunes. Il y a des gays, des lesbiennes, des noirs, des blancs, des gens qui viennent de milieux ouvriers, des gens qui viennent de milieux, plus aisés, des gens, qui viennent de l'étranger, et cetera. En fait, c'est cette diversité déjà on retrouve quand même pas mal à Paris, mais encore plus dans ces mondes de la télé où il y en a, bah, ils sont là pour faire leurs heures d'intermittence, mais en fait, à côté, ils sont passionnés, de musique ou c'est des danseurs ou c'est des comédiens. Et en fait, il y a une liberté d'expression qui me rend, euphorique. Vraiment, où je ressens énormément de joie, tous les jours à aller, bosser. Parce que d'un coup, en fait, moi, je ne suis faite que de filtres. Vraiment, en fait, je me sens, mes parents, ils m'ont appris à mettre des filtres, à ne pas dire ce que je pense, à ne pas montrer ce que je pense, à montrer, ce que je dois montrer dans telle ou telle situation.
Je dois contrôler toutes mes émotions en permanence. Et là, je me retrouve face à des gens qui s'engueulent, qui rient, qui vont faire la fête, qui sont heureux, puis qui d'un coup sont profondément malheureux. C'est des ascenseurs émotionnels et moi j'observe ça et je me dis: «Oh, j'adore, j'adore!» Enfin vraiment ça me rend, ça me fait vibrer à l'intérieur, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une brèche qui s'ouvre un peu sur, tous ces fils que tu mets entre toi et le monde? Est-ce que tu sens qu'il y a une brèche quelque part? Oui, en fait, je me rends compte que j'ai vécu un peu dans une bulle, finalement assez loin de la réalité. Moi qui pensais qu'en fait, en gros, il y avait la norme égale, ce que mes parents, m'ont inculqué, ma vie et quelques personnes à part. En fait, c'est pas ça, les quelques personnes à part, c'est finalement ma famille et en fait, le reste du monde est pas du tout comme ça, quoi. Vraiment, moi, j'ai l'impression que mon monde, était la majorité alors que, pas spécialement. Donc je pense qu'il y a un peu tout qui se remet en question et puis, chez les catholiques, il y a aussi là beaucoup la notion de bien et de mal. Je me demande toujours: «Oh, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est mal?» Et effectivement, je vois des copains, des collègues qui se droguent, par exemple. Et moi, au début, je me dis: «C'est mal, c'est mal». Et effectivement, même encore avec mon regard d'adulte aujourd'hui, je me dis: «Bah non, c'est pas bien, il faut pas se droguer, c'est mauvais pour, la santé et cetera». Mais en fait, quand je les vois, je me dis: «Mais tu sais quoi? En fait, c'est leur vie, ils sont jeunes». Enfin, en fait, je n'ai pas de jugement à porter sur ce que tu fais de ta vie, quoi. Voilà. À chaque fois, je me dis: «Mais est-ce que j'ai le droit de fréquenter encore cette personne-là, vu que j'ai vu qu'elle se droguait? Ou est-ce que j'ai le droit de fréquenter cette personne-là, vu que j'ai vu que, j'en sais rien, elle a déjà fait une bêtise par le passé?» Et en fait, à un moment, je me dis: «Bah, non, en fait, j'ai le droit de m'entourer, juste de personnes qui m'intéressent, que j'aime» et je me fais très vite des amis, en fait, dans ce monde-là. Qu'est-ce que tu crois qui justement te donne cette autorisation? Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Parce que tu aurais bien très bien pu te dire: «Non, en fait, j'y vais pas». Parce qu'en fait, ce qu'on m'a appris, ce serait de ne pas y aller. Qu'est-ce qui se passe quand même pour que tu y ailles? C'est qu'ils me valorisent, ces gens-là. C'est qu'en fait, il y a un retour derrière. En fait, il faut savoir que moi, dans ma famille, on ne commente pas les autres. C'est vraiment ma mère ne m'a jamais dit: «Tu es belle» ou «Tu es laide» ou «Tu as un gros nez», «Tu as un petit nez» ou «Tu es», enfin, en fait, je sais pas comment dire, on ne commente pas, ça ne se fait pas de commenter. Et c'est très bien parce que l'avantage, c'est que ça m'a jamais, j'ai jamais eu de complexe. Même à l'adolescence et cetera, comme on m'a pas martelé que j'étais, ni belle ni moche, je n'ai jamais eu d'avis sur mon physique et encore aujourd'hui, je ne connais pas ces sensations-là que d'autres personnes et notamment les femmes, peuvent ressentir. C'est une petite chance. Voilà, non mais vraiment je mesure quoi. Juste je suis en paix avec mon corps dans le sens où je me dis: «Bah, c'est celui-là» et puis c'est tout quoi. Et sans me mettre au-dessus ni en dessous, voilà. Et en fait, quand j'arrive dans cette boîte, sur ma personnalité, c'est un peu pareil, mais d'un coup, il y a un côté un peu, «Tiens, et si on allait tous boire un verre ce soir?» «D'accord. Marie-Clémence, est-ce que t'aimes, est-ce que ça te dit ce soir d'aller manger, dans un italien?» «Comme vous voulez». «Est-ce que ça te dit plutôt de manger une pizza?» «Comme vous voulez». Et en fait, je réponds sans arrêt: «Comme vous voulez». Ce qui fait que très vite, on me dit: «Non mais en fait, t'as envie de quoi?» Et moi je fais: «Ah mais non, mais je suis». «Non, dis-moi, dis». «Bon d'accord, bah, en fait, c'est vrai que telle nourriture, j'aime pas». «Ah d'accord, et ben, on va pas aller là, en fait. On va écouter ton opinion». «Waouh, Marie-Clémence, c'était hyper belle aujourd'hui, ah Marie-Clémence, c'est quoi cette jupe? Elle est trop drôle, elle est, des fois, enfin, je veux dire, elle est trop moche». Enfin, je sais pas, c'était pour rigoler, mais en fait, d'un coup, je me sens observée, regardée et mise en valeur, pour des choses, qui certes paraissent futiles, mais sont, qu'on n'a jamais commentées chez moi, en fait. Et les moments où je me lâche, les gens me disent: «Ah, j'adore quand tu te lâches. Ah, mais en fait, tu es hyper drôle, tu es fun». Et moi, j'adore danser et j'adore faire la fête, en fait. Et je découvre tout ça. Et je découvre parce que je fais des rencontres je suis avec des gens qui trouvent ça cool et qui vont me dire: «Bah, tiens, vas-y, viens, on va danser. En fait, tu danses trop bien, on adore danser, viens, on va danser». Tu te laisses emporter, embarquer aussi dans cette ambiance? Ouais, et du coup, je pense que très vite, en fait, je développe une sorte de double, enfin, ma personnalité, se scinde entre, j'ai une vie très rangée avec mon petit ami. Très sage, voilà, avec mes parents, mes études, où tout est très carré et cetera. Je reste cette Marie-Clémence très sage et très lisse et d'un autre côté, j'ai des moments où ça vrille de l'autre côté et où je m'éclate. Et en fait, quand je mets un pied dans cette boîte, on sort le soir dans des bars et cetera avec mes collègues, qui deviennent très vite des amis, d'un coup, je respire. Mais j'ai toujours besoin, quand même de cet équilibre et encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que je suis ces 2 personnalités. Je ne suis ni 100 lui, ni 100 l'autre. Est-ce qu'il y a, des personnes avec qui tu lies un lien particulier parmi tous ces collègues? Oui, très vite. Je deviens très, très amie, avec, 3-4, collègues. Dedans, il y a un garçon qui s'appelle Silver, qui devient très vite un très, très bon ami. Et quand je décrivais tout à l'heure une personnalité un peu borderline, un peu, voilà, qui touche à des drogues et puis qui tombe fou amoureux et qui le lendemain a le cœur brisé et ben, bah, c'est quelqu'un comme lui. Et je rencontre aussi une femme, qui s'appelle Aurore.
et qui est aussi très amie avec Silver. Et en fait, on a tout un groupe de copains, mais assez vite, tous les trois, on est tout le temps ensemble. Aurore, elle est vraiment très, très différente de moi. Elle est lesbienne. Elle a 8 ans de plus que moi. Ouais, elle est plus âgée, elle approche plutôt de la trentaine. Elle a un style très androgyne qui fait que souvent les gens la confondent avec un jeune homme, voilà. Et puis, elle vient d'un monde opposé au mien, mais tout comme Silver. Silver aussi. En fait, c'est des personnes qui viennent de mondes, de milieux, beaucoup plus modestes, de familles beaucoup plus complexes aussi. Et Aurore, par exemple, elle a été, abandonnée par ses parents, élevée par ses grands-parents. C'est quelqu'un qui s'est façonné toute seule, qui s'est posé ses limites toute seule parce que personne lui disait: «Le feu, ça brûle, touche pas». Elle a touché le feu et elle a compris que ça brûlait. Enfin, elle a tout fait par elle-même et c'est des personnes qui n'ont aucun filtre. Contrairement à moi. Et je crois que j'ai besoin de personnes comme ça autour de moi, en fait. Je pensais avoir besoin de personnes qui me ressemblaient pour me sentir en sécurité et je me rends compte qu'en fait, j'ai besoin de m'entourer de personnes qui sont différentes de moi pour me sentir en sécurité. Ouais, on navigue tous dans nos relations entre cette zone de sécurité où on se sent à la maison, où on se sent dans sa zone de confort, et cette zone de liberté où on va chercher l'aventure, l'exploration, l'inconnu, le risque. J'ai l'impression que c'est ça que tu découvres, en fait, c'est l'aventure, quoi. Est-ce que tu te souviens de ce que tu as pensé la première fois que tu as vu Aurore? Alors la première fois que je vois Aurore, c'est drôle parce que, en fait, c'était pour mon premier plateau télé. Donc ça fait quelques jours que je suis, dans l'agence et on m'envoie, sur le plateau de l'édition spéciale qui était sur Canal+, à l'époque, à Boulogne. Et moi je leur dis: «Oh là là, mais j'arrive, qu'est-ce qui va se passer?» Enfin moi, j'arrive sur un plateau télé, j'ai jamais mis un pied là-dedans. Et on me dit: «Ah bah, tu vas voir, tu vas passer la journée avec une fille de l'agence, elle s'appelle Aurore». Je fais: «OK, mais comment je la reconnais en arrivant?» «Oh bah, tu vas voir, c'est une blonde aux cheveux courts, tu vas la reconnaître tout de suite». Je fais: «Bon d'accord, aucune info quoi». Et je monte dans le métro et pour ceux qui habitent Paris, ils voient très bien, c'est, Boulogne, au sud-ouest de Paris. Il faut prendre la ligne 9 qui est très, très longue et je prends cette ligne qui est bondée et très vite, en rentrant dans le métro, je vois une personne assise, quelques rangs plus loin. Je la vois de dos, je vois une fille avec des cheveux courts, blonds peroxydés, un gros casque sur les oreilles, une doudoune, des lunettes et l'air dur, quoi. Vraiment, elle a l'air sérieuse et pas très contente et je la vois et alors que le train est la rame est blindée, en fait, je sais tout de suite que c'est avec elle que j'ai rendez-vous. J'ai une sorte d'intuition, je me dis: «Ah, c'est elle». Alors que on a encore, 12 stations, hein. Et en fait, bah, ça se prouve puisque, on arrive, au studio toutes les 2 et je la salue. Mais je me souviens de quasiment tous les moments de cette journée quand même. Je me souviens de notre déjeuner, à la cantine, du studio le midi. Je me souviens juste de quelqu'un avec qui je me sens bien. Est-ce que tu te rappelles exactement ce qui te plaît, justement? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien avec elle? Je me sens en sécurité, en fait. C'est vraiment une sensation de sécurité. Alors qu'elle me dévoile rien de ce qu'elle est. Faut vraiment se dire qu'à l'époque, Aurore, c'est une barre, quoi. Puis elle est fermée, c'est une personnalité à la fois très joviale, très drôle, elle me fait rire et en même temps, elle me dit rien de ce qu'elle est. Je crois que tout de suite, ce côté mystérieux, m'attire, mais pas dans un sens amoureux ou, juste, elle m'intrigue et on passe juste un bon moment. Je me souviens avoir passé un bon moment avec quelqu'un. Mais ça s'arrête un peu là et finalement, bah, dans les jours qui suivent, très vite, je me rends compte que vraiment, j'aime vraiment bien être avec elle, mais on parle pas du tout d'amour, hein, encore une fois. C'est juste, waouh, elle est trop cool cette fille. Il y a une connexion entre vous, d'ordre, bah, professionnel au départ, j'imagine? Professionnelle et puis amicale assez vite et puis c'est drôle, c'est la première fois que je rencontre une femme qui est aussi différente des femmes que j'ai pu rencontrer jusque-là. Parce que dans la boîte, il y a beaucoup de mecs, gays et j'en ai déjà fréquenté par le passé à la fac, enfin voilà. Mais une femme lesbienne, je crois que c'est la première fois que j'en rencontre vraiment une, puis une femme comme elle surtout et je crois qu'il y a quelque chose qui me fascine. Voilà, j'aime la regarder, j'ai envie d'essayer de la comprendre. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'elle parle de ses grands-parents. Je comprends qu'elle a une ex et que, en gros, elle est venue vivre à Paris parce qu'elle a eu le cœur brisé. Mais j'ai pas trop d'infos finalement sur elle. Donc j'essaie de comprendre. Et je me dis: «Ouais, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi différent de moi». Mmh. C'est marrant parce que tu es consciente quand même à ce moment-là de ça. Dans la façon dont tu formules, ça veut dire que vraiment tu es en observatrice, quoi, en exploratrice. Tu regardes on t'imagine, je t'imagine regarder le monde Exactement. et t'ouvrir, quoi. Cette connexion, comment elle va se transformer dans les semaines qui suivent et ces premiers moments enfin, pendant ce stage? Et ben, en fait, dans les semaines qui suivent, elle me taquine beaucoup, Aurore. Elle me charrie beaucoup parce que, elle me dit: «Oh là là, mais c'est quoi ce look d'enfant,
des colcato. Enfin, en fait, elle me charrie sur plein de trucs. Moi, je lui donne un peu l'impression de tout savoir sur tout parce que je fais preuve d'une immense maturité et elle m'appelle baby girl parce qu'elle me rappelle régulièrement qu'en fait, j'ai 20 ans et que je connais rien à la vie. Et puis en fait, on s'écrit très vite. On s'entend très, très bien. Donc, tout le temps avec Silver et Aurore, on est ensemble. Et très souvent le soir, après le travail, ils me disent: «Ah bah tiens, viens, on va boire un verre». Moi, je suis là: «Bah attendez, il est 19h, moi, il faut que j'aille manger». Oui, bah viens, on va boire un verre déjà. Et puis on va boire un verre, puis on va en boire 2, 3, 4. Et puis après, Aurore dit: «Bah tiens, vas-y, on mange là». Et puis après, elle recommande une bouteille de champagne. Et puis après, c'est: «Tiens, viens, on va marcher dans Paris, c'est rigolo». Et puis on part tous les 3 marcher dans Paris, et puis reboire un autre verre dans un bar et tout. Et moi, je suis là: «Mais attendez, il est tard, il est 23h. Et puis attendez, il est 1h du matin, il est 3h du matin». Et je me souviens un jour qu'Aurore me fait, je lui dis: «Mais attendez, demain on travaille, hein, quand même». Et un jour, Aurore me regarde, elle me fait: «Bah ouais, bah tu seras fatiguée, c'est tout». Voilà. Et en fait, elle me sort totalement de ma zone de confort et je freine et je freine. Et à chaque fois, je dis: «Non, non, non, moi je veux rentrer. Non, 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 il faut que ça s'arrête là». Et en fait, elle m'entraîne et j'adore ça, quoi. Tous les 2 me font beaucoup de bien parce que Silver a cette personnalité aussi, ouais, pareil, très extrême, extrêmement joyeuse. J'ai l'impression qu'ils ont tout vu et qu'ils ont vu le pire et qu'en fait, juste ils s'amusent, quoi, et qu'ils veulent profiter de la vie et profiter de leur âge, quoi. Est-ce qu'à un moment dans cette relation avec, Aurore, tu sens qu'il y a un point de bascule, où il y a un questionnement, qui te vient et qui commence à semer un peu le doute? En fait, je me rends compte, à l'époque, on s'envoie des textos par rapport au boulot, parce qu'on est dans la même équipe de travail et cetera, donc on se voit tous les jours. Un jour, je me souviens très bien être dans mon studio, enfin dans ma chambre de bonne et entendre mon téléphone sonner et c'est un texto qu'elle m'envoie et avoir le cœur qui, enfin vraiment, tu vois le ventre qui se noue d'un coup de: «Oh mon Dieu, elle m'a écrit». Alors que c'est un truc pour le boulot, quoi. Et je me rends compte que petit à petit, j'attends de plus en plus ces messages et que quand j'entends mon téléphone, sonner, ça me provoque quelque chose, quoi. Et en fait, ce qui provoque ça, c'est de me dire: «Oh, elle a pensé à moi». Parce que des fois, elle m'écrit pour d'autres choses. Elle commence à m'écrire pour plein de choses vu qu'on devient amies. Et de me dire, «Elle a pensé à moi, elle a pris le temps de m'écrire un message», je me sens extrêmement valorisée et chanceuse, en fait. Et je pense que c'est les premiers signes. Et après, les signes, ils viennent plus d'elle, où je crois que je sens que je lui plais. J'ai du mal à me le dire et j'aurais été incapable de le verbaliser à l'époque. Je sens que je lui plais parce que, elle va commencer à me dire: «Ah, tu sens tellement bon, tu es belle, tu devrais pas te dévaloriser là-dessus, au contraire, tu es hyper forte». Quand tu prends conscience de ça, toi, ça génère quoi chez toi? Qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Quand tu prends conscience que tu lui plais et qu'elle est en train d'essayer, de t'atteindre, d'une manière un peu différente, comment tu fais dans ta tête? Je pense qu'au fond de mon cœur, en fait, je suis en train de tomber amoureuse, mais ce que je me dis à ce moment-là, c'est un peu, la petite Cato émoustillée et qui trouve ça rigolo, quoi. Et je me dis: «Oh là là, il y a une femme lesbienne, je crois qu'elle m'aime bien, quoi». Et c'est plus ça. Donc je sais pas que j'en joue, mais en fait, je lui manque pas de respect, mais je pense que j'en joue un peu et que j'ai envie de pousser un peu le curseur un peu plus loin en voyant pour me dire: «Bah, on va voir ce qui va se passer», mais j'ai absolument pas je suis pas en train de me dire: «J'ai envie de tromper mon mec», pas du tout, du tout, du tout, quoi. Mais j'ai envie de pousser un peu le jeu parce que, d'un coup, elle me dit: «Ah bah, ça te va tellement bien, cette tenue». Bah, le lendemain, je vais m'habiller en pensant à elle, en fait. Et je me dis: «Ah mais, en fait, mon style vestimentaire a énormément changé en un an». Et vraiment, je passe d'un style très, caricatural, mais on va dire l'étudiante très sage, quoi. D'un coup, je mets, des jupes crayons, je mets des escarpins tous les jours. Pendant un an, j'ai porté des talons tous les jours. Je suis extrêmement féminine, extrêmement, fort sexy et cetera. Et le matin, je m'habille en me disant, «Ah ça, j'espère qu'elle va me faire une remarque et qu'elle va me dire qu'elle me trouve belle et j'espère que», voilà. Et puis, il y a des moments où je lui partage le fait que, bah, j'ai un petit copain, parce qu'à côté, j'ai toujours mon petit ami, ça se passe toujours très bien, qui est romantique, hein, mais qui est moins dans un jeu de séduction. Après, ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble et tout. Et puis, il y a des fois où Aurore, ben, elle va m'offrir un bouquet de fleurs. Et après, ça devient un jeu. Son grand jeu, c'est de me faire livrer des fleurs, au bureau. Elle y va franco quand même, non? Après, elle y va. Ah bah, à un moment, en fait, il y avait un moment, il y avait un déclic, elle y a été à fond et elle me fait livrer des fleurs. Donc tout le monde est là genre: «Oh, mais attends, mais c'est quoi Marie-Clémence? Qui est-ce qui te livre des fleurs et tout?» Je suis là: «Ah beh, je sais pas, puis c'est pas signé et tout, mais moi je devine que c'est elle». Ça l'amuse de voir ma tête, rougir, au milieu du bureau parce qu'en fait, elle m'envoyait des fleurs. Et puis les cadeaux deviennent de plus en plus gros. Enfin, je me souviens même d'une fois, elle m'a offert une montre. J'arrive sur mon bureau, le matin et je vois une montre. Je fais: «Mais tu es sérieuse?»
Avec mon petit copain, le max qu'on s'était offert, c'était genre un briquet. Enfin, vraiment, on en était, et là, elle m'offre une montre et en fait, d'un coup, «Tiens, je vais t'emmener dans tel restaurant, tu jamais été dans un restaurant, gastronomique à Paris? Mais attends, c'est ouf, viens, je vais t'emmener au resto», et en fait, elle me sort la totale et c'est drôle parce qu'en fait, à aucun moment, les gens sont au courant autour, personne ne sait. Alors, les gens, ça les amuse de se dire que, parce qu'il y avait plein de gens qu'on rencontrait tous les jours dans le public et cetera et de dire: «Ah bah, c'est un mec, du public, qui doit bien t'aimer, il te fait livrer des fleurs», voilà, alors qu'en réalité, elle est, complètement en train de me faire la cour, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce qu'il y a un moment où tu réalises, toi, que ça te laisse pas indifférente? En fait, je le comprends en le vivant que j'aime ça et que j'ai envie que ça continue parce que, si à un moment je lui avais dit: «Stop, ça ne me convient pas», enfin, elle aurait arrêté immédiatement, hein. Mais je sens que ça me va et que j'ai envie de pousser un peu plus loin. En fait, j'ai envie de voir jusqu'où ça va aller et comme on ne se dit pas les choses, comme elle ne me dit rien et qu'elle ne fait que me prouver, par des actes, ce qu'en fait, elle est en train de tomber amoureuse. Tant qu'il s'est rien dit, bah, je continue. Je pense que si dès le début, elle m'avait dit, «Tu me plais» et cetera, enfin voilà, j'aurais peut-être mis un stop, en me disant: «Bah non, j'ai un petit copain, ce n'est pas possible, merci, au revoir». Mais là, vu qu'en fait, ce ne sont que des actes, des démonstrations, en fait, d'amour, mais qu'il y a pas de mots derrière, on n'a pas de conversation là-dessus toutes les 2. On passe des heures et des heures ensemble, hein, mais il y a pas de conversation là-dessus. Je pense que ça m'autorise beaucoup plus à aller plus loin et en fait, au bout de des mois, un soir, Silver, fête ses 30 ans. Il organise une grande fête et tout et donc on a tous les copains qui sont là, des collègues et cetera. On est dans l'appart de Silver et puis moi, je me souviens de ce soir-là, je m'habille vraiment pour Aurore, quoi. Je me dis: «Je vais te saper comme ça, je veux lui plaire». Toute la soirée, je la cherche un peu, enfin clairement, je la cherche, quoi et puis à un moment, elle part dans la chambre de Silver. Je la vois partir, mais je la vois pas revenir et je rentre dans la pièce et la pièce, elle est plongée dans le noir et puis elle est là et je fais: «Mais ça va? Qu'est-ce qui se passe?» Et elle se retourne, elle me prend dans les bras et en fait, elle essaie de m'embrasser. Et là, je la repousse, pas violemment, mais alors je la repousse et je lui dis: «Ah non, non, mais par contre, on s'est mal comprises, hein, non, 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 je suis pas du tout faite pour toi, enfin, on n'est pas du tout faites pour être ensemble, il y a erreur et cetera, on est très amies, mais c'est tout, quoi». Mais ce que je ne pense pas du tout, en fait, enfin, mais sur le moment, je me dis que c'est ça la réaction à avoir, quoi. Donc je la repousse alors que je l'ai cherchée, hein, vraiment, à aucun moment je lui ai envoyé un signal contraire, quoi. Elle sait que j'ai un petit copain, hein, à l'époque, elle est au courant de tout ça. Et puis, elle quitte la soirée. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui vient de se briser. Elle quitte la soirée, moi aussi. Et en fait, là, je me rends compte que je me sens, mais je suis anéantie, en fait. Je me dis: «Mais pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait, qu'est-ce que je veux?» Et j'arrive pas à le verbaliser. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'en parle à personne. J'ai pas mes copines, de lycée, enfin mes meilleures personne n'est au courant, hein, vraiment. Je partage ça à personne et donc je vis ce moment seule et à un moment, j'arrive à me le dire à moi. Je me dis: «Mais de quoi tu as envie, Magdalena?» Et là, je me dis: «J'ai envie de l'embrasser, en fait». En fait, c'est ça, j'en ai envie. Il y a un déclic qui se fait. J'essaie de la joindre le lendemain, le surlendemain, silence radio, elle disparaît. Et puis à l'époque, c'est très facile, hein, il y a pas les WhatsApp où tu vois quand la personne est connectée pour la dernière fois, tu vois rien. C'est-à-dire qu'on a juste Facebook, une boîte mail vaguement et un numéro de téléphone. Et ben, son compte Facebook, elle l'a fermé et elle sait faire, hein, mais elle ferme son compte Facebook, elle devient injoignable pendant 4 jours, un truc comme ça. Elle vient pas bosser et tout. Tu es dans quel état, toi? Moi, ça me rend folle. Mais folle et vraiment je n'en dors pas de la nuit, je tourne dans mon appartement, j'ai mal au ventre, en fait, j'ai envie de la voir, j'ai envie de parler, j'ai envie que ça reprenne toute cette histoire et j'aime tellement la relation qu'on a depuis quelques mois que je veux surtout pas que ça s'arrête et là, je me rends compte que ça vient de s'arrêter et j'ai besoin de la voir, en fait, j'arrive pas à être sans elle. Au bout de, ouais, 4-5 jours, un truc comme ça, j'apprends qu'elle est allée bosser sur un plateau par un copain, enfin par un collègue et tout. Je lui dis: «S'il te plaît, demande à Aurore de rallumer son téléphone et de me répondre». Et Aurore me dit: «Écoute», je sais pas, il était genre, minuit, un truc comme ça. Elle me dit: «Je sors du plateau, je m'arrête à Gare du Nord» parce qu'elle allait prendre un RER pour rentrer chez elle, «On peut se retrouver là-bas dans 30 minutes si tu veux, quoi». Moi, je me souviens, je suis couchée dans mon lit à ce moment-là et tout, je me relève, je bondis. Un truc que j'ai jamais fait pour personne, me lever et me dire: «Tiens, à minuit, je vais ressortir de mon appart, me saper et traverser tout Paris pour aller la retrouver» et je fais ça. On se retrouve dans un pub, à Gare du Nord et donc elle me regarde et elle me dit: «Bah, dis-moi ce que tu veux me dire, quoi». Et là, je lui dis: «Écoute, j'ai bien réfléchi, je veux qu'on s'embrasse».
Je fais, ok. C'est trop mignon. Je fais, par contre, je veux qu'on s'embrasse une fois. D'accord, on le fait une fois et après, c'est fini. Elle me regarde, elle rigole avec sa bière. Elle me dit, elle fait, mais t'as pas compris. Tu m'embrasses une fois, tu m'embrasses toute ta vie, en fait. Enfin, elle dit, ça marche pas comme ça, quoi. Et, mais avec le recul, je me rends bien compte que ce que j'ai dit est absolument stupide. Non, c'est mignon. Oui, c'est mignon. Mais vraiment, je suis persuadée que ça va régler le problème, en fait. Ça va stopper mon désir, finalement. Et donc, elle me dit, non, on va pas s'embrasser une fois. Voilà. Du coup, on va pas s'embrasser. Et là, en fait, le rapport de force s'inverse parce que d'un coup, c'est moi qui suis dans le désir à fond les ballons. Et elle me dit, bah non. Et je la remercie aussi d'avoir fait ça parce que ça a donné des bonnes bases. Disons qu'elle te met face à tes contradictions. Là, il va falloir réagir. Là, tu peux plus faire semblant. Tu peux plus cacher ni ce que tu ressens dans ton corps, ni ce que tu penses dans ta tête. Tu peux plus le mettre sous le tapis, quoi. Ouais, absolument. Et du coup, on arrive quand même à reprendre une relation dans les semaines et mois qui suivent. Un peu la relation qu'on avait avant. Donc, en fait, il y a une séduction parce que je pense qu'elle, elle est rassurée, elle voit qu'elle me plaît. Moi, ça y est, dans ma tête, je me dis, bah, elle me plaît à fond. Et donc, on continue, en fait. On continue à se regarder, à se dévorer. Mais il des se passe yeux, rien on d'autre. continue. Mais il se passe rien. Et c'est drôle parce qu'elle vient souvent dormir chez moi, parce que donc elle habite un peu loin en banlieue. Et souvent, on sort tard le soir et tout. Et elle dort chez moi, donc elle dort dans mon studio. On dort. C'est incroyable avec le recul. Je me dis, mais on a dormi, je pense, pendant 6 mois, côte à côte dans le même lit. Donc, un soir sur deux, à peu près, parce que sinon, j'avais quand même mon petit copain que j'allais voir. Un soir sur deux, elle dormait au studio et on était toutes les deux. Et on passait la nuit à parler, à regarder des séries, à se faire livrer un Jap et à se regarder dans les yeux sans se toucher, quoi. Il se passe rien. Il se passe absolument rien. Pourquoi il se passe rien, à ton avis? Pourquoi tu déclenches pas le truc là? T'es face à quoi? Parce qu'en fait, je veux que ce soit elle qui m'embrasse. Et à chaque fois, elle me regarde, elle me fait non. Et je fais, mais embrasse-moi. Elle me dit, mais non, c'est pas là. Et je pense qu'elle attend que je sois vraiment prête, quoi. Elle me dit, on va pas s'embrasser comme ça, là. Il y a plein de fois où on sort, on va à des concerts et tout. Je la regarde, je fais, embrasse-moi, embrasse-moi. Et elle me dit, tu crois qu'on va vraiment s'embrasser là, dans un concert comme ça, un bisou, et puis non. En fait, elle veut que je réfléchisse. Ouais, mais qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer, toi, avec un seul baiser? J'ai l'impression que ça va clore l'affaire et qu'après, j'en aurai plus envie. Non, mais enfin, c'est stupide, hein. Non, c'est une illusion, surtout. Oui, c'est une illusion. Intérieurement, absolument. tu sais Oui. que c'est pas ce qui va se passer. Non. Et voilà, et puis comme on a beaucoup de mal à se parler, c'est-à-dire que Aurore, c'est quelqu'un qui parle peu. Enfin, elle parle beaucoup, mais je dirais, elle dévoile très peu ses sentiments. J'arrive pas à voir où on va, en fait. Et puis moi, je veux pas en parler aussi. Et c'est aussi pour ça que je veux pas en parler à mes copines à l'époque. Parce que j'ai l'impression que si j'en parle, va falloir que je prenne des décisions, va falloir que... En fait, ce que tout le monde me dit maintenant avec le recul, c'est « Ah, mais est-ce que tu as compris que tu étais lesbienne? Ça t'a fait quoi d'être attirée par une femme? Ça te faisait rien de tromper ton petit copain? Mais en fait, comme je parlais pas, comme je ne verbalisais rien, j'ai pas eu besoin de dire je suis tombée amoureuse d'une personne. Ah, ok, mais donc du coup, tu comptes faire quoi? Quitter ton copain et partir? En fait, j'ai pas eu besoin de mettre de mots là-dessus. Donc en fait, je ne me disais pas les choses à moi-même, en fait. Ouais, comme si le fait de pas les mettre en mots, ça les rendait pas réels. Ça les Exactement. sortait de la réalité. Oui, parce que vraiment, à aucun moment, j'ai eu la sensation de faire quelque chose de mal. Alors moi qui suis encore méga catho, le bien, le mal, faut être une bonne personne et tout, à aucun moment, je pense à mon petit ami. Et les moments que j'ai avec lui sont toujours des moments très heureux, etc. C'est vraiment, je suis totalement dissociée. Enfin, c'est assez étrange comme période. Au bout d'un moment, au bout de quelques mois quand même, Elle finit par bien vouloir t'embrasser ou pas? elle finit par bien m'embrasser. Merci bien. Et je m'en souviens, c'était un matin où elle devait partir prendre un train pour aller dans le sud-ouest, à Dax, retrouver ses grands-parents. Et elle avait dormi chez moi. On avait passé la nuit ensemble, encore une fois, juste à parler, à regarder des séries et à manger. Et voilà. Et elle vient me dire au revoir et elle me regarde. Et on se regarde toutes les deux. Et là on s'embrasse. Enfin, elle m'embrasse. Et puis elle s'en va. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce baiser? Il y avait quelque chose qui n'était pas passionnel, comme on pourrait imaginer un premier baiser. C'était un baiser mûrement réfléchi. Mais en fait, avec le recul, je me dis, sans le faire physiquement, on s'était déjà embrassé. Ça faisait 6 mois qu'on s'embrassait. Donc il y a quelque chose de très naturel, en fait, comme si on s'était embrassé 5 minutes avant, en fait. Voilà, c'était une continuité. Donc je me sens bien. J'ai l'impression de passer une étape. Je me sens bien. Tu conscientises toujours pas la métamorphose ou les problèmes face auxquels tu vas devoir faire... rien. Non? Rien du tout. Vraiment, je me pose pas la question. Et voilà, et donc à partir de là, on démarre une autre forme de relation qui est plus une relation de couple, en fait, et une vraie relation cachée. On se roule des pelles dans le couloir, cachés entre 2 réunions au travail, pour pas que les collègues le voient, dans la cage d'escalier.
Là, il y a quelque chose de passionnel qui démarre, quoi. De s'effleurer la main, la sensation de l'interdit, tout ça. Et encore une fois, j'ai pas la sensation de faire quelque chose de mal. Peut-être parce que c'est une femme aussi. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est tellement de l'ordre de l'intime qu'en fait, ça ne concerne personne. Je n'ai pas à en parler à mes amis, j'ai pas à en parler à mon petit copain. En fait, c'est quelque chose qui est qu'à moi. C'est mon secret à moi, quoi. C'est mon histoire. Ça nous appartient à Aurore et moi, et c'est tout. Et du coup, j'ai aucun mal. C'est terrible, mais j'ai aucun mal à regarder mon petit copain dans les yeux et à passer une super journée avec lui, et à partir faire un déjeuner avec sa famille, parce qu'on part en vacances tous les deux. C'est assez fou, quoi. Mais quand je suis avec lui, je pense à elle, quand même, beaucoup. Et quand je suis avec elle, je suis qu'avec elle, quoi. Je me le dis pas, mais je crois que je sais quand même que c'est problématique. Et puis ça commence à s'éterniser, parce que les mois passent. Et entre l'anniversaire de... Enfin, pour moi, le point de départ, c'est un peu l'anniversaire de Silver. Là, il s'est écoulé 1 an. Donc pendant 1 an, j'ai vraiment une double vie. Et Aurore continue de me faire livrer des fleurs au bureau parce que ça l'amuse de voir ma tête. Voilà, et maintenant, on a une relation cachée. Silver, notre super amie, arrête pas de nous dire les filles, vous êtes ensemble. Non, non. C'est les filles. Non, non, non. Et en fait, on le dit pas. Non, 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 pas du tout. On est juste très proches. On le dit à personne, personne, personne. C'est vraiment notre secret. Incroyable. Je sais pas comment tu as pu garder ça pour toi. Mais j'en sais rien non plus. C'est dingue, en vrai, c'est dingue. Mais c'est fou comme le temps passe vite, parce qu'en fait, avec les dates, maintenant, j'ai pris conscience très longtemps après que ça avait duré 1 an. Mais dans ma tête, ça a duré un mois, cette affaire. Enfin, ça a été très rapide. Alors que pas du tout, en réalité. Est-ce qu'à un moment, tu vas comprendre? Est-ce que toutes les questions, toutes les questions qui nous viennent, nous, quand j'entends cette histoire, c'est est-ce qu'à un moment, tu te dis, est-ce que tu questionnes ton hétérosexualité? Est-ce que tu questionnes les normes et les codes et ton bien et ton mal? Questionner l'hétérosexualité, pas une seconde. En fait, Aurore, je ne l'aperçois pas comme une femme. Alors déjà, elle est très androgyne, etc. Donc, je veux dire, je suis pas avec une femme qui a des bijoux, une robe, des talons. Elle joue beaucoup là-dessus. Pour moi, le fait que ce soit une femme, c'est vraiment... Ah oui, au fait, c'est une femme. Là, c'est Aurore, Aurore, Aurore. Enfin, c'est ça, une connexion d'âme de... Elle et moi, en fait. Vraiment, rien d'autre. Et en fait, au bout de quelques mois, un soir, je me souviens, je vais jouer une de mes meilleures amies. Et puis, je sais plus, je parlais... par contre, je parle à tout le monde d'Aurore en permanence. Hein. Alors, mes parents, mes amis... Comme ta meilleure copine, quoi. Ouais, bah exactement, tout le monde sait. Mon mec, il sait que j'ai une super collègue avec qui je m'entends trop bien, qui s'appelle Aurore, que je vais partir en vacances avec elle, et on part en vacances toutes les deux. Enfin, vraiment, lui, il y voit que du feu. Hein. Ils se rencontrent une fois tous les deux, d'ailleurs. Mais voilà, enfin, dans une soirée. Sinon, bon, on évite quand même qu'ils se retrouvent. Et en fait, je me souviens d'un soir quand même où je suis avec une copine, une de mes meilleures amies. Et en fait, elle sent qu'il y a quelque chose. Elle me trouve énormément changée, etc. Et elle me tire les verres du nez. Enfin, vraiment, ça dure 30 minutes. Au bout de 30 minutes, je lui avoue cette affaire. Mais là, ça fait déjà genre 10 mois qu'on est en train de vivre ça avec Aurore, quoi. Et là, bah, réaction normale, elle me dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, tu vas quitter ton mec, et comment tu te sens? Et alors attends, est-ce que du coup t'es lesbienne? Et est-ce que machin? Et du coup, ok, c'est quoi la prochaine étape? Et puis elle me rappelle le lendemain. Et alors comment ça va? Comment ça avance avec ta meuf? Et comment ça avance avec lui? Et là, en fait, ça me braque totalement parce qu'en fait, elle pose juste des mots sur ce que je suis en train de vivre depuis 1 an. Et je me souviens que je l'ai vraiment un peu envoyé balader et qu'à la fin, je lui répondais plus au téléphone. Parce que je lui dis, mais tu veux... Enfin, je veux pas qu'elle me pose ces questions-là, en fait. Elle comprend pas que j'ai pas... Parce qu'en plus, elle me juge pas du tout. Elle connaît très, très bien mon petit copain et elle pourrait être mal à l'aise et tout. Mais alors là, pas du tout. C'est vraiment, elle est de mon côté à fond. Elle veut juste que je sois heureuse. Elle est épatée par cette histoire, quoi. Et moi, au bout d'un moment, je réponds plus parce que je veux pas en parler. Parce que si j'en parle, je suis obligée de... Je suis face à cette énorme contradiction, à ce problème, parce que ça devient un problème. Et en fait, un moment arrive janvier 2010. Et en fait, en janvier 2010, avec Aurore, on décide de partir avec 2 autres copines au Portugal en week-end. Et on est très, 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 très proche de Silver encore. Mais Silver, lui, depuis quelques mois, il est vraiment dans une descente aux enfers. Il a été diagnostiqué bipolaire, sauf qu'il prend pas bien son traitement, en tout cas, son traitement l'empêche de dormir. Donc, pour mieux dormir, il va boire de l'alcool. Mais l'alcool, en fait, il tombe dans un énorme cercle vicieux où il est malheureux. Et Silver nous fait déjà depuis plusieurs mois plusieurs alertes en mode je vais me suicider, ce soir c'est fini les filles. Et moi, je me retrouve avec Aurore à 3h du matin à aller sonner chez lui, à aller le secourir. Enfin, voilà, on a tout le temps peur qu'il menace de se suicider en permanence. Et on reste toutes les deux vraiment les 2 personnes les plus proches de son quotidien. Et voilà, on essaie de le maintenir hors de l'eau comme on peut. Et en fait, janvier 2010, on est à l'aéroport toutes les deux, à Beauvais, et on s'apprête vraiment à monter dans l'avion
quand le coloc de Silver nous appelle et nous dit, terrifié, il est 8 heures du matin, il nous dit: «Ben, en fait, je viens de trouver Silver, il est mort». Donc ça a été un choc, énorme et on se retrouve, paralysées, toutes les 2. Évidemment, on appelle, sa famille, ses amis, voilà, on quitte l'aéroport et on rentre dans Paris. On est les premières à arriver, sur place, on arrive avec la police et cetera et c'est un choc énorme. Je me souviens de chaque seconde de cette journée, mais en fait, d'un coup, il y a une sorte de bombe, tout explose, en fait. Et là, c'est une sorte de prise de conscience générale. À la fois, je suis dans un moment de sidération totale parce que je viens de voir, je découvre Silver mort et que je perds un de mes meilleurs amis, enfin, d'une manière extrêmement brutale. Oui, c'est son choix, mais c'est aussi très violent parce que je me dis la seule fois où il nous a pas appelés ces 6 derniers mois, c'est le jour où il l'a fait. Donc voilà, culpabilité, enfin tout ça et d'un coup, c'est drôle parce que j'arrive dans l'appartement de Silver avec Aurore et avec Aurore, on se regarde et on se dit toutes les 2, «Maintenant il sait, pour nous». Il y a un truc un peu genre, maintenant il est passé de l'autre côté et maintenant il saura tous nos secrets à toutes les 2, il sait pour nous, quoi. Je le sens extrêmement présent dans notre vie à ce moment-là, autrement et je prends conscience que la vie peut être courte. Là, d'un coup, la Marie-Clémence, catho, sage et cetera qui où tout est fluide, tout est tracé et cetera, bah, d'un coup, là, bam, je me prends un mur et je me rends compte que ça peut s'arrêter, du jour au lendemain. C'est son choix encore une fois, mais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ce qui vient après est aussi très violent, c'est que Silver, donc il a un petit copain depuis quelques mois qu'on connaît un peu avec Aurore, mais qui a jamais été notre ami et en fait, je me souviens avoir eu une discussion avec ce mec-là, genre une semaine avant la mort de Silver et je lui ai dit: «Ah donc tu gay et tout ça machin». Une fois, elle me fait: «Par contre, moi, personne ne le sait dans mon entourage. J'ai personne du tout sait que tu gay». «Ah non, 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 même mes meilleurs amis, ma famille, personne ne sait, ils accepteraient pas et tout». Et là, en fait, je pense à lui, je dis: «Oh putain, faut le prévenir» et donc on l'appelle, on lui annonce la nouvelle. Il est, bah, dans l'état dans lequel, enfin, on peut l'imaginer et je lui dis: «Bah, voilà, on te tient au courant pour les obsèques», enfin, voilà, parce que du coup, on a tout géré la suite. Il fait: «Ah non, non, mais tu pas compris là, en fait, la conversation, elle s'est arrêtée hyper brutalement, il a quasiment raccroché au nez. Il est pas venu aux obsèques, on n'a plus jamais eu de nouvelles» et en fait, je me suis dit: «Waouh, le mec, en fait, il perd son amoureux, comme moi je pourrais perdre Aurore demain, il peut en parler à personne. Il va vivre un deuil comme ça, seul». C'est-à-dire que lui, aujourd'hui, il va bosser, quoi. Il enchaîne sa journée. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, c'était il y a plus de 10 ans et je lui souhaite évidemment d'avoir, pu partager, tout ça et d'être libre aujourd'hui. Mais vraiment, d'un coup, je me suis dit: «Mais attends, mais en fait, ouais, je peux mourir moi demain, je vais peut-être, si je meurs, personne ne saura pour Aurore. Si Aurore, elle meurt, personne comprendra ma douleur». Enfin, et là, d'un coup, j'ai une sorte d'urgence à me dire: «Mais» et en fait, je rentre là d'un coup dans une spirale où je me dis: «Là, ça y est, il faut prendre une décision, en fait. Là, ça y est, il faut, ça peut il faut là, ça va se finir d'une manière dramatique». Enfin, je suis extrêmement négative parce que je suis en deuil et cetera et c'est drôle parce que je me souviens d'un matin où Aurore dort à l'appartement. Elle se lève assez tôt, elle part bosser et je me souviens, moi qui suis encore très croyante, je suis dans mon lit et je prie pour la première fois et je dis: «Mon Dieu, dites-moi qu'est-ce que je dois faire? Qui je dois choisir? Voilà, là, ça y est, il faut que ça s'arrête. Je vais faire souffrir tout le monde à la fin. C'est une catastrophe ce qui est en train». D'un coup, ça m'éclate au visage, quoi. Et je prie, je prie, je prie. Je dis: «Mon Dieu, envoyez-moi un signe là maintenant de qui je dois choisir». Et là, incroyable, Aurore, elle a quitté la pièce vraiment depuis, enfin l'appart depuis 5 minutes, même pas. Ça frappe à la porte. Il est 8 heures du matin. Et il faut savoir que mon mec, lui, c'est un mec il est musicien, il travaille la nuit, enfin, il fait de la musique essentiellement la nuit, donc il se lève jamais avant 14-15 heures, quoi. Donc moi, j'ouvre les yeux et je me dis: «Ah bah, c'est Aurore qui a dû oublier un truc dans l'appart, quoi». Je me lève, j'ouvre la porte et là, je tombe sur mon mec avec, mais vraiment improbable, avec des croissants et une bouteille de jus d'orange, genre: «Surprise!» Et là, je suis là et dans ma tête, je me dis: «Oh mon Dieu, il m'a jamais fait ça». Il a dû venir 4 fois dans mon studio, depuis ses 2 ans. Je viens tout le temps chez lui et cetera, parce que lui, il a un grand appart et tout. Et là, il vient là, alors que j'ai demandé au bon Dieu de m'envoyer un signe, quoi. Et donc on passe la matinée tous les 2 ensemble et tout et je suis complètement sonnée et en fait, à un moment, tout se chamboule dans ma tête et je me dis, enfin, il s'en va et là, je me dis: «OK, tous les signes, tout me renvoie vers lui. Reste avec lui, reste dans le chemin». Enfin, tout serait 1 milliard de fois plus facile si je reste avec lui. Mais en fait, ma vie, là, elle peut s'arrêter là, dans 5 minutes, si ça se trouve. Est-ce que la vie, c'est pas aussi faire des choix? Et là, en fait, je veux choisir. En fait, je veux pas écouter ces signes. Là, j'ai envie, d'être avec Aurore. J'ai envie d'être que avec elle. Je veux plus jamais la quitter, en fait. Quand je suis pas avec elle, c'est physique, il faut que je sois avec elle. Et là, d'un coup, je me rends compte qu'en fait, la vie, ce n'est pas juste se laisser porter par un petit chemin tout tracé,
par le bon Dieu et puis tout est fluide et cetera, qu'en fait, à des moments, il faut prendre des décisions pour soi, avec son cerveau, avec ses tripes aussi. Il faut être dans l'action, en fait. Et ça a été assez radical puisque là, Silver, il est mort depuis, une semaine. On l'enterre et genre peut-être 24 heures après les obsèques, je suis avec Aurore. Je me lève un matin, Aurore, elle va faire le petit-déj. J'ai pas du tout évoqué le fait de pouvoir quitter mon petit copain avec Aurore, hein. Et vraiment, en un an, pas une seule fois, et c'est important, pas une seule fois, elle m'a dit quitte-le. Pas une seule fois. Elle ne l'a même sous-entendu, etc. Elle m'a laissé faire mon chemin. Et ce matin, Aurore se lève, elle s'en va faire le petit-déj. Je suis dans sa chambre et tout. Et là, en fait, je me dis, ne réfléchis pas. Pose ton cerveau. Pose tout. Tu ne réfléchis pas, tu prends ton téléphone, tu appelles ton mec. Et vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'automatisme. Je prends mon téléphone, je l'appelle, je lui parle et je lui dis, c'est fini. Et je le quitte, comme ça, à 9h du mat, enfin, c'était au téléphone. Alors, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et tout. Mais à un moment, il fallait que ça se passe là, quoi. Je me suis dit, si je réfléchis, je vais jamais. C'est trop grand pour moi, ce qui se passe là. Je lui brise absolument pas le cœur. Je pense que finalement, lui aussi s'empêchait de vivre plein de choses parce qu'on s'est rencontrés tous les deux, on avait 16-17 ans. En réalité, Jerry s'est remis en couple très vite après. Il a rencontré plein de nanas. Il est parti vivre à l'étranger, faire de la musique, sa passion, etc. En fait, je l'ai libéré parce que j'étais la première à l'avoir enfermé dans un truc de, tu sais, on va se marier, on va avoir 4 enfants et on va acheter une maison, hein. Il était là, oui, 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 oui. Mais en fait, lui, il n'avait pas du tout envie de ça. Et encore aujourd'hui, à ma connaissance, il a une meuf depuis des années, mais il n'a pas d'enfant et il a vécu un peu partout. Enfin, en fait, je lui ai pas offert, mais cette séparation nous a offert tous les deux une autre vie, quoi, tout simplement. Donc, il me retient pas au téléphone. Alors, première étape, du coup, le petit copain. Et après, il reste tout le reste de ton monde, non? Auquel il va falloir faire une annonce ou en tout cas dire les choses. Comment tu abordes le truc? Comment tu vas t'y prendre? Est-ce que c'est aussi fluide que ça ou est-ce Et que... puis comme j'ai pas du tout pris le temps depuis un an de réfléchir à tout ça, je me suis jamais posée pour y réfléchir. Bah là, du coup, un peu tout qui s'impose d'un coup. Donc, je le dis à Aurore, qui est là, genre, waouh, ok, elle s'attendait pas du tout à ce que je l'ai fait. On l'annonce à tous nos amis communs qui, dans 99%, nous disent, bon, écoutez, juste, vous dites ce qu'on savait tous depuis longtemps, hein, voilà. Je l'annonce à mes copines, toutes mes amies, qui tombent des nues en me disant, mais en fait, tu mérites un Oscar. Enfin, c'est incroyable. Pendant un an, tu n'as rien montré, rien du tout. Donc les gens sont à la fois surpris, amusés. Je ne sais pas s'ils le prennent au sérieux. Je pense que mes amis de lycée et tout le prennent pas trop au sérieux. Ils disent, voilà, bon, Marie-Clémence, elle est en train de nous faire une phase. On avait toujours dit que moi, je serais la première mariée avec des enfants, casés et tout. D'un coup, il y a un peu un truc de, ok, elle fait sa crise, quoi. Et parmi tes amis, tu n'en as aucun qui est jugeant? Non, c'est plus curieux, genre, mais quoi? Mais non, mais une fille, machin, improbable. Enfin, voilà. Et ensuite, il faut l'annoncer à ma famille. Je le fais assez vite parce qu'en fait, je suis folle amoureuse et que d'un coup, j'ai besoin qu'on se tienne la main dans la rue. D'un coup, j'ai besoin ça y est, quoi. Il faut que ça soit visible, quoi. Et je me dis, mon Dieu, mes parents, ça va être très, très dur. Déjà, il a fallu leur annoncer ma séparation avec mon petit copain. Voilà, donc ils s'y attendaient pas du tout. Et je me souviens d'un soir, donc on est avec mon père dehors et on est en train de fumer tous les deux là, après le repas. Et là, je tourne la phrase dans ma tête. Je sais pas comment lui dire, etc. Parce que j'ai pas l'impression de faire un coming out lesbien. Pour moi, il s'agit pas d'un coming out. C'est juste déjà dire je suis tombée amoureuse de quelqu'un et il s'avère que c'est une femme. Et je lui dis, tu sais, il y a cette fille Aurore dont je vous parle tout le temps, voilà. Il me dit oui, oui. Puis je leur ai jamais caché qu'Aurore était lesbienne. Je leur ai déjà raconté son histoire. Enfin, je pense que je parle d'elle tout le temps, même sans le vouloir, quoi. J'ai mon père, tu sais, c'est pas qu'une collègue, c'est pas qu'une amie. En fait, on s'aime. Et mon père, après plusieurs secondes d'un silence qui m'a paru interminable, me dit, tu sais, on s'est douté de quelque chose avec ta mère là ces dernières semaines. Et on s'est interrogé sur le sujet. Et puis il me dit, il y a ce qu'on veut pour notre enfant. On lui inculque des valeurs, on lui transmet une religion, etc. Et puis est-ce que notre enfant est vraiment? Et il me dit, là, c'est pas parce que t'es pas ce qu'on avait prévu qu'on t'aime moins. Voilà, nous, notre amour en tant que parents, il est inconditionnel, au sens propre du terme. Il n'y a pas de condition. On t'aime. Ça me fait énormément de bien, ça me rassure, de son amour tout de suite. Je sens quand même, il met un tas il met un tas de filtres pour me cacher ce qu'il ressent au fond de lui, je pense. Enfin, voilà, on part quand même de très très loin, hein. Vraiment famille catho tradie, l'homosexualité, la bœuf, c'est quand même considéré comme une maladie, quoi. Il me dit, mais tu te rends compte que là, tu es en train de faire un choix qui va changer tout ton futur. Toi qui dis que tu veux fonder une famille et tout, là, tu vas devoir renoncer à ça.
Alors dans ma tête, alors que ça fait pas si longtemps qu'on a officialisé avec Aurore, qu'on parle pas de PMA, qu'on parle pas de mariage pour tous en France et tout, j'ai absolument pas l'intention de renoncer à tout ça. Je ne sais pas du tout comment un couple de femmes peut faire un enfant, mais je ne compte pas du tout y renoncer. Mais bon, évidemment, je me dis que je lui en parlerai plus tard. Et là, je me retourne et je vois, qu'en fait, il y a ma mère dans l'entrebâillement de la porte et qui a tout écouté et qui, elle, est vraiment dans un état de choc. Elle est figée, elle tremble, elle pleure et elle arrive pas à parler. Et moi, je vais vers elle et je lui dis: «Mais maman, c'est de l'amour, tout ça, ce n'est que de l'amour et je suis heureuse, prends-le comme une bonne nouvelle, blablabla». Et alors là, elle ne le voit pas du tout comme ça. Et elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Mais qu'est-ce que tu viens de faire?» Mais c'est une catastrophe pour elle. Et pour elle, elle me dit: «Tu là, c'est uniquement un choix. C'est j'ai choisi de flinguer ma vie». Et là, tout sort de manière, décousue, mais qu'est-ce que la famille va en penser? Elle, ses propres parents, ils sont purement homophobes, mais homophobes assumés, hein. Enfin vraiment, c'est pour eux, c'est une catastrophe que d'être homosexuel. Donc, elle dit: «Mais comment, mes parents, enfin tes grands-parents vont encaisser la nouvelle? Tous les oncles et tantes». Je suis dans une famille très nombreuse où tout le monde se mêle de la vie des autres. Elle me dit: «Ça va être, voilà, tout le monde va nous juger, tout le monde va nous regarder. Tu vas jamais te marier, avoir des enfants, tu es en train de faire un choix qui est terrible, comment tu peux choisir de vivre en marge de la société toute ta vie, tu te trompes, c'est je te connais, tu n'es pas lesbienne, je sais ce que c'est une lesbienne, en gros, j'en ai déjà vu une à la télé, tu es pas lesbienne, voilà, parce que je suis pas, Josiane Balasco dans Gazon maudit, je suis pas lesbienne, quoi. C'est moi qui t'ai faite, je sais que tu n'es pas lesbienne, tu confonds amitié et amour. De toute manière, on a toujours senti que, toi, tu avais besoin de tout vivre de manière, comme ça, là, toujours trop et ben voilà, là, tu confonds tout, tu confonds l'amour et l'amitié, c'est peut-être juste une grande sœur, elle a 8 ans de plus que toi». Enfin, voilà. Elle ne veut pas y croire, elle ne me croit pas. Notre relation s'effondre à ce moment-là, enfin, c'est catastrophique. On est incapable de se parler sans que je m'énerve et sans qu'elle, elle pleure et ça dure des mois. Évidemment, elle ne veut absolument pas entendre parler d'Aurore, enfin, voilà. Donc ça a été très compliqué. Toute la famille s'en est mêlée, évidemment. Les oncles et tantes qui appellent, comme s'ils présentaient leurs condoléances à ma mère, pour la ou alors qui disent: «Ah mais écoute, c'est super, non mais moi j'ai rien contre les homosexuels, enfin tant que c'est pas mon enfant», enfin voilà. Donc mes parents, sont pas du tout aidés par leur entourage, qui n'est qu'un entourage, malsain, ou alors un entourage très religieux qui va leur dire: «Bah votre enfant va guérir», enfin voilà. Donc ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Toi, tu te sens forte là-dedans? Ben en fait, je me sens sûre de moi, juste, je suis heureuse, je sais que je fais pas de mal. Je me dis: «J Là, pour le coup, je me renvoie sans arrêt à ma valeur de bien et de mal qu'on m'a inculquée enfant et je me dis: "Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Non"». Chaque fois, je dis à mes parents, je fais: «Je suis pas en train de vous dire que, je viens de me marier à un djihadiste qui tue des gens. Je suis pas en train de vous dire que, à partir de maintenant, je vais vendre de la drogue ou je vais, enfin, je ne fais de mal à personne. On est consentantes toutes les 2, on est heureuses, c'est tout». Donc je ne doute pas de cet amour-là, surtout que cet amour-là, à côté, il est extrêmement fort et exponentiel. C'est-à-dire que d'un coup, j'ai une vie merveilleuse. Enfin, vraiment, je découvre ce que c'est que l'amour qui prend aux tripes. Avec le recul, je me dis: «Oui, j'ai été très amoureuse de ce garçon, vraiment. Je l'ai aimé, hein. J'ai vraiment les petits cœurs dans les yeux et tout». Mais là, je découvre une autre forme d'amour. C'est l'amour qui prend aux tripes, en fait. Elle sort de la pièce, je me sens je me sens comme une bougie qu'on vient d'éteindre, en fait. Je me sens lumineuse que quand elle est là, j'ai envie de vivre qu'avec elle. Enfin, c'est vraiment autre chose qui s'éveille à moi. Et donc pendant des mois et des mois, ça a été très compliqué. Au bout d'un moment, mes parents ont accepté de rencontrer Aurore. Je pense que ça leur a fait du bien de la voir parce que d'un coup, ils sont sortis de leur stéréotypes, aussi qu'ils pouvaient avoir, voilà, de la femme lesbienne, les représentations qu'eux pouvaient avoir. Aurore, lui a fait du bien aussi de rencontrer mes parents et de se rendre compte que, bah, oui, effectivement, ils cochent un peu toutes les cases des cathos bourgeois, coincés, homophobes et tout, mais qu'en réalité, ce sont des très bonnes personnes, et juste, ils sont terrifiés, quoi. Ils connaissent pas, ils ont peur. Donc ça tous les préjugés partout sont tombés et puis, avec le temps, ça s'est bien amélioré. Aurore a intégré la famille. Faut savoir qu'au début, Aurore ma mère me disait: «Ah mais Aurore, pour moi, elle l'adore». Alors elle s'entendait hyper bien. Elle me disait: «C'est comme un membre de la famille, c'est comme un enfant de plus à la maison, mais pour moi, vous êtes pas en couple». Donc pendant des mois, par exemple, voire même des années, dans la chambre que j'avais chez mes parents, tous mes frères et sœurs, ils avaient des lits doubles pour venir avec leurs petits copains, fiancés, mari, femme et cetera. Aurore et moi, on avait 2 lits séparés. On collait les lits comme des ados pour pouvoir dormir toutes les 2. On revenait la fois d'après, les 2 lits étaient séparés. Est-ce que tu as eu l'impression de perdre quelque chose dans la relation avec tes parents? En fait, je pense que j'y ai gagné. C'est-à-dire que sur le coup, j'ai l'impression d'avoir tout perdu. J'ai l'impression d'être, maltraitée dans le sens, traitée très différemment de mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs se sont mariés, toute la famille s'est réjouie, larmes aux yeux et cetera. Moi, j'ai annoncé que je me mariais avec Aurore en 2015. Ça a été, catastrophique. C'est vraiment comme si je leur plantais un poignard dans le dos. Quand j'ai annoncé à ma mère que je me pacsais avant,
Elle me l'a reproché pendant des mois parce que j'ai osé me paxer le mois de son anniversaire et que c'était... Enfin, en fait, je trouvais que c'était inégal et c'était horrible de sentir que ma mère ressentait de la fierté et de l'amour pour ses autres enfants et pas plus pour moi, en fait, sentir que je la décevais. Et en même avec le recul, j'ai assez vite compris qu'en fait, j'avais la chance de pouvoir en fait, comme un château de petites pièces de bois qu'on casse, mais qu'on va reconstruire avec des bases solides et des bases saines. Ce qui est pas le cas de tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vivent dans une vie toute tracée et fluide tout le temps, mais en fait, ils auront jamais l'occasion de savoir quel est le vrai amour qu'ils portent. Moi, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir une deuxième naissance avec mes parents, en fait, de se rencontrer une deuxième fois. Bonjour, je suis Marie-Clémence et en fait, bah, j'aime le spectacle et j'aime faire la fête et j'aime dire ce que je pense et j'aime pas ça et ça, par contre, j'adore. Et oui, je suis amoureuse d'Aurore et en fait, j'ai peut-être une grande gueule et j'ai des choses à dire. Est-ce que des fois, tu te dis que c'est ce qu'ils t'ont inculqué dans ton enfance, cette enfance heureuse, aimante, où ils ont dû te donner en fait toutes les briques pour que tu sois quelqu'un qui a confiance en elle, qui croit en elle, et que c'est notamment grâce à ça que quand tu as été face à ce vide, quoi, à cet inconnu, à ce risque, tu as eu suffisamment confiance en toi pour t'écouter, prendre cette liberté et devenir celle que tu es devenue aujourd'hui. Parce que cette histoire, voilà, c'est une histoire d'amour, évidemment. C'est un amour immense, on l'entend dans tes mots, mais c'est aussi ton chemin à toi qui a pris une toute nouvelle trajectoire. J'ai l'impression aussi, c'est devenu ta raison d'être aussi, toi, dans la vie, de prendre la parole, de donner une visibilité au couple lesbien, à l'homosexualité, à toute la communauté LGBTQ+. Donc, est-ce que tu te dis que c'est aussi toutes ces valeurs qui t'ont inculqué eux qui ont fait que tu as emprunté ce chemin-là? Oui, je pense que clairement, ce qu'ils m'ont inculqué, ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a appris à pas en faire trop non plus et en fait, ils m'ont quand même j'ai quand même eu cette sécurité que plein d'autres, enfants n'ont pas eu «On t'aime». Sécurité affective, ouais. Ouais, voilà, et c'est pas une question d'être dans une famille aisée ou pas, en fait. Là, il est plus question d'argent, de religion et cetera. Je sais qu'il y a des jeunes, des jeunes ou moins jeunes, quand ils font leur coming out, ils prennent littéralement le risque d'être mis à la porte et d'être frappés ou d'avoir un rejet plus invisible, mais tout aussi violent. Souvent, les gens me disent: «Ah mais pourquoi t'as pas coupé les ponts quand ça a été difficile?» Parce qu'il y a eu des moments où ça a été difficile, hein. J'ai entendu des choses que j'aurais pas dû entendre. En fait, en gros, mon père, lui, il mettait plein de filtres, donc il me disait rien. «Tu sais, tout va bien, tout va bien». J'étais là: «Non mais je sais que ça va pas papa, dis-le-moi, parle-moi de tes...» «Non, non, non, tout va bien, nous t'aimons, nous t'aimons». Mais en réalité, à l'intérieur, il devait être totalement chamboulé. Et ma mère, alors là, elle a ouvert les vannes. Elle a 0 filtre et en fait, toutes ses peurs, elle me les transmettait. Elle ne voulait en parler à personne. Donc évidemment, et puis après, en même temps, elle avait personne à qui en parler. Enfin, je pense qu'elle était mal entourée. Et puis c'est pas les prêtres qui allaient lui dire soyez avec votre enfant, soutenez-la, hein, pas du tout. C'était accompagner-la dans cette épreuve, donc c'est vraiment autre chose. Et du coup, elle déversait tout, quoi. Et moi, je me prenais tout dans la face. Et il y a des moments où ça a été vraiment violent, mais en fait, j'étais persuadée que ça allait s'arranger. Même dans les moments où vraiment il y avait aucun signal positif. Et je disais toujours à ma mère: «Je sais que c'est difficile, je comprends. Dis-moi juste que tu veux que ça s'améliore. Dis-moi juste que tu veux travailler à ce que ça s'améliore». Il y a des moments, elle avait pas envie que ça s'améliore. Elle était coincée dedans. Et il y a eu des moments où j'ai compris, où elle m'a dit, parce que j'étais pas aussi la seule raison de son mal-être, mais il y a un moment, je pense que j'étais un déclencheur. Ma mère, elle a fait une sorte de dépression. Enfin, toute la famille me tombait pas dessus, mais il y a un côté un peu genre: «Ouais, mais Marie-Clémence, t'abuses, tu sais bien que maman, elle va pas bien, tu pourrais te paxer à un autre moment». Et les gars, je me paxe, j'ai rien fait, juste je vous ai fait un message pour vous dire: «Au fait, je me paxe demain, c'est tout». J'ai pas voulu envoyer indirectement, ça a fait du mal à tout le monde, hein. Mes frères et sœurs, enfin, ils étaient dégoûtés. À chaque fois qu'on se retrouvait en réunion de famille, au bout d'une demi-heure, c'était trop fragile parce qu'en fait, ma mère, si elle me disait: «OK, t'as fait quoi le week-end dernier?» Et je disais: «Ben, on a été au cinéma». Le fait de dire le «on», ça sous-entendait Aurore, elle se levait de table en pleurant. Et en fait, c'était que ça, c'était que ça. Donc, ça a mis du temps. Au bout d'un moment, elle a vu un thérapeute aussi pour ses problèmes à elle. Et j'ai compris qu'en fait, si elle n'allait pas bien par rapport à tout ça, c'était pas de ma faute. C'est elle va pas bien, point. Parce qu'elle a ses propres sujets, parce qu'elle a eu une enfance pas cool aussi, parce que voilà. Et moi, je suis une petite goutte là qui est arrivée là, mais c'est pas de ma faute si elle est dans cet état-là. Mais à un moment, ça devenait très lourd, hein. On me disait même, il faut surtout pas à mes grands-parents, on leur a caché pendant des années, hein. Je me suis mariée, etc. Mes grands-parents n'ont pas su. Parce qu'on me disait: «Mais tu te rends compte, s'ils l'apprennent, ça va être catastrophique, maman, elle va en prendre plein la gueule et puis ils sont vieux, ça pourrait leur faire beaucoup de mal».
sous-entendu, très clairement, tu pourrais les tuer, quoi. Donc ça a été laborieux, mais au bout d'un moment, ça s'est fait. C'est incroyable, tu as vraiment maintenu le lien avec ta famille, tu y as cru, Je voulais pas renoncer au lien que j'avais avec ma famille. Alors j'ai renoncé à beaucoup de choses, hein. J'ai pas eu le même traitement que mes frères et sœurs, mais j'avais besoin d'eux, quoi. Aujourd'hui, on est du coup 2008, moi je n'ai jamais compté, donc 17 ans plus tard. Enfin, ça fait 16 ans, ça va faire 17 ans qu'on est ensemble là en mars. Oh là. Vous avez vécu plein de trucs. Donc, attends, vous êtes pacsés, vous êtes mariés? On s'est mariés il y a 10 ans, en juin 2015. Nos deux familles étaient réunies et c'était le mariage le plus improbable de la Terre. Hein, je peux s'imaginer. Vraiment, c'était vraiment le film La vie est un long fleuve tranquille, les Le Quesnoy et les Groseilles, quoi, réunis dans la même salle. C'était incroyable. Il y a eu la période des manifs pour tous qui a été très, très, très violente juste avant. 90% de ma famille est allée manifester, donc ça a été une période douloureuse, très, très, très humiliante. Mais on s'est mariés. En 2018, on a eu une première fille par PMA, une procréation médicalement assistée, qu'on a faite en Espagne, puisqu'à l'époque, c'était interdit en France. C'est moi qui ai porté notre fille. Aurore n'a jamais voulu porter d'enfant, ça ne l'intéressait pas. Donc, on a fait une PMA avec un donneur anonyme. Et donc, on a une petite fille qui s'appelle Charlie, qui a 7 ans, et qu'Aurore a dû adopter. Donc, on a fait une adoption, ça a pris 1 an. Et ensuite, on a eu une deuxième petite fille que j'ai portée aussi, même système en Espagne, qui s'appelle Billy et qui a eu 4 ans. J'adore ce prénom. Voilà, donc on est une famille homoparentale aujourd'hui. Et j'ai vraiment eu la sensation de déblayer un terrain inconnu. Personne dans notre entourage. Alors j'avais plein d'LGBT autour de moi, mais personne n'avait eu d'enfants, personne n'en voulait, etc. Donc on a fait tout ça de manière artisanale, non, parce que c'est très médicalisé, très entouré, très cadré, tout ça, mais de manière artisanale dans le sens où j'ai vraiment tapé littéralement sur Google comment on fait un bébé quand on est deux femmes, où on peut le faire. Enfin voilà. Je sais que c'est un vrai parcours du combattant, que c'est compliqué, que des fois ça marche, que des fois ça marche pas. Exactement, oui, on est passé par des échecs, fausses couches, ça a été laborieux. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir une vie de famille heureuse, épanouie. Avec mes parents, ça se passe très bien, vraiment très très bien. L'arrivée des enfants a tout changé, je pense aussi, a beaucoup aidé. Donc aujourd'hui, ils traitent nos filles comme ils traitent leurs autres petits-enfants, de la même manière. Aurore, elle fait partie de la famille comme tout le monde. Moi, j'ai une relation avec eux où on n'aborde plus ce sujet-là. Et je veux pas l'aborder parce que je sais qu'au fond d'eux, il reste plein de choses que je n'ai pas à entendre. Mais je pense qu'au fond, ils préféreraient toujours que je sois avec un homme. Peut-être qu'au fond, mon travail aujourd'hui, de toute façon, les met mal à l'aise. On ne parle jamais de mes activités, vraiment pas. Avec l'association, avec ma société Coming Up, où donc je vais dans les entreprises parler de ce sujet-là, des réseaux sociaux, on ne parle pas de tout ça. On ne parle pas du livre. Eux, si on leur pose la question, ils vont dire « Ah bah oui, mais c'est Marie-Clémence qui n'en parle pas ». Moi, j'ai tendance à me dire que s'ils ont envie de savoir ce que je fais de ma vie, bah, ils me posent des questions. Je pense que des deux parties, en fait, on ne veut pas aborder le sujet parce que moi, je veux juste que ça se passe bien pour l'instant. Toi, si tu avais un enseignement que tu as tiré de ton histoire, que tu aurais envie de partager avec les auditeurs de Crush pour qu'ils prennent soin de leurs émotions, de leurs relations amoureuses, qu'ils gardent espoir dans le fait de trouver quelqu'un avec qui ils vivent une belle histoire ou de réussir à entretenir la flamme avec leur couple. Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je dirais qu'il faut se dire qu'on ne choisit pas qui on aime. Effectivement, j'ai pas choisi de tomber amoureuse d'une femme. Par contre, il y a des moments dans la vie où il faut faire des choix et que la vie peut être courte. Et moi, il y a un choix que je fais tous les matins, c'est celui d'être avec Aurore. On s'aime différemment du premier jour. Comme tu disais, ça va faire 17 ans qu'on est ensemble. C'est différent, mais c'est un amour toujours aussi puissant et essentiel, indispensable à ma vie, quoi, à mon bonheur. Et tous les matins, de manière éveillée, je la regarde et je me dis, c'est elle. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, je veux que ce soit elle. Et toutes les deux, on a vraiment, parce qu'on est passé aussi par beaucoup d'épreuves, on a vraiment conscience de la chance qu'on a de pouvoir être avec quelqu'un qui prend soin de nous et dont on a envie de prendre soin. Je dirais aussi que voilà, à un moment, il faut écouter ses tripes, il faut écouter son cœur. Pour les personnes où ça implique un coming out LGBT, je dirais que je connais personne qui ait regretté de l'avoir fait. Même les personnes pour qui ça a été cataclysmique après. Parce que c'est jamais simple. Enfin, il y a des gens pour qui c'est simplissime, tant mieux, mais ça entraîne forcément des choses. Parfois, on est déjà en couple. Parfois, on est déjà marié avec des enfants. Parfois, on a l'impression que c'est trop tard et que, en fait, il est jamais trop tard. Donc, faites-vous ce cadeau parce que vraiment, si demain ça s'arrête, faites en sorte d'être à la bonne place, quoi.
Votre vie, elle appartient qu'à vous. Les autres, ils vont pas s'arrêter de vivre. Ils vont continuer leur vie, en fait. Donc, pensez à vous d'abord et tout ça, ça rayonne. Donc, en fait, quand vous faites ce cadeau-là, d'être avec la bonne personne, vous donnez envie aussi autour de vous, aux autres, d'être à leur bonne place, en fait, de faire aussi un peu leur coming out. De trouver leur manière d'aimer, quoi. Exactement, et leur manière d'être dans la vie. Ma mère, ça l'a libérée. Le coming out libère aussi notre entourage en plein de points. Ma famille, aujourd'hui, moi, je suis venue comme si j'ai mis un petit caillou dans une machine bien huilée depuis des générations. Je suis venue, j'ai fait péter toute la machine. Mais maintenant, la machine qu'on a reconstruite tout ensemble, elle est vachement plus saine, quoi. Et je suis très, très heureuse, même si j'ai porté longtemps cette culpabilité, je suis très heureuse d'avoir cassé l'appareil. Si tu recroisais la Marie-Clémence de 2008 qui débarque dans ce stage à la télé, tu lui dirais quoi ? Une citation, c'est un proverbe yiddish qui m'a toujours parlé, c'est « L'homme prévoit, Dieu rit ». Aujourd'hui, je me considère plus comme catholique, etc. Mais il y a vraiment ce truc de... Moi, j'avais prévu plein de choses et le bon Dieu s'est bien foutu de moi. Et il rit bien encore. Et voilà, aujourd'hui, je me dis ça pour tout. Et c'est ce que je dirais à cette Marie-Clémence, c'est tranquille. Arrête de faire des plans d'architecte de ta maison plus tard, etc. Juste regarde autour de toi. T'es déjà dans la vie, là. Et à force de te projeter plus tard, là, tu vas passer à côté du reste. Donc, tout ira bien. Laisse-toi porter. Il y a une autre héroïne, évidemment, dans ton histoire, c'est Aurore. Est-ce que tu veux lui laisser un petit message ? Ouais, je lui dirais que je l'aime d'un amour immense et je mesure chaque jour la chance que j'ai d'être avec quelqu'un qui prend soin de moi. Voilà, je sais que c'est précieux. Aujourd'hui, on met davantage en avant les relations qui peuvent être toxiques, violentes, etc. Et je me dis, moi, je suis pas du tout dans un truc comme ça. Mais mon Dieu, mais je suis tellement privilégiée. Donc, je la remercie de bien vouloir de moi encore toutes ces années après. Merci de mettre en avant la douceur et la tendresse, ça me touche beaucoup aussi. Merci beaucoup Marie-Clémence pour ton témoignage. Merci à toi, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Trimble knows that in the industries we all depend on, where speed counts, every turn matters. Trimble is the technology company that connects your physical and digital worlds, so you can see what's coming, take intelligent action, and get hard work done faster than you ever thought possible. Check them out at Trimble.com. Ready to turn data points into decision points? Turn deadlines into finish lines? And turn possibilities into profits? Then turn to Trimble. Trimble. Confidence at every turn.